Et place à la philosophie ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Michel Onfray. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Alors une actualité littéraire très riche vous concernant. Michel Onfray, on va commencer par votre livre sur Henry David Thoreau. C'est un philosophe, naturaliste, poète américain du 19e siècle. Vous lui consacrez donc un ouvrage qui a pour titre Vivre une vie philosophique. Thoreau, le sauvage, c'est chez Le Passeur éditeur. Alors on dispose enfin, comme vous le dites, pour la première fois d'une traduction intégrale en français de son livre Le Journal, de son texte majeur, Le Journal. Pourquoi est-ce que vous lui consacrez au juste ce livre ? C'est une déclaration d'amour. Je pense qu'il y a des philosophes aux États-Unis qu'on en parle assez peu. On a vraiment l'impression que les États-Unis et la philosophie, ça fait deux. Je dis mais pas du tout. Il y a une philosophie américaine. Elle n'est pas du tout comme chez nous, une philosophie pénible, absconse, qui utilise des concepts incompréhensibles, une philosophie pour philosophe en gros. Là, c'est vraiment une philosophie pour tout le monde. C'est un naturaliste et il vit surtout sa philosophie. En France, on a des philosophes, des professeurs de philosophie qui se prennent pour des philosophes. Là, on a affaire à quelqu'un qui chasse, qui pêche, qui va sur la glace du lac qu'il aime, là, le lac Valden, qui construit sa maison, qui vit dedans, qui a un vrai contact avec la nature. Et j'aime les philosophes qui pratiquent leur philosophie. Alors justement, quel est le cœur de sa pensée, de son œuvre ? Il nous dit, il y a la nature, nous sommes dedans, nous ne sommes pas au-dessus de la nature, à côté, ailleurs, où on n'est pas dans une position de surplomb de la nature. Sachons que nous sommes dans la nature et que ce qui dirige les oiseaux, les arbres, les mouvements des eaux, le vent, etc., ça dirige aussi notre corps, notre âme et ce que nous sommes. Donc il y a un grand tout, nous sommes dans ce grand tout et cessons de vouloir nous séparer de ce grand tout. Au contraire, retrouvons le sens des liaisons avec le grand tout. Une réflexion sur l'économie, la nature et la vie menée à l'écart de la société. Les dirigeants de ce monde qui sont réunis aujourd'hui pour ce sommet climat devraient relire Thoreau. Relire, ça supposerait qu'il l'ait déjà lu. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait lu. Et en plus de ça, je pense qu'ils ont autre chose à faire. Ils font du business, là, il faut dire. Je veux dire que quand on voit qu'on prend la question du climat en otage pour fabriquer des voitures non polluantes, c'est formidable. Il va falloir détruire toutes les voitures qu'on a. Il va falloir reconstruire des voitures. On va avoir des millions de voitures qu'il va falloir détruire et recycler. On nous parle d'écologie. Enfin, c'est un business, l'écologie. Moi, je n'ai pas trop confiance en ces gens-là. Je pense que Thoreau ne les aurait pas beaucoup aimés non plus. Alors, autre livre aujourd'hui chez Gallimard, Le désir ultramarin. Vous évoquez la Polynésie, la vie polynésienne très précisément, de Victor Ségalen. C'est un homme fascinant aux multiples facettes, médecin, romancier, poète, ethnographe également, sinologue et archéologue. Tout est dit. Qu'est-il allé chercher au juste en Polynésie ? D'abord, il est médecin de la marine, et puis c'est un homme de lettres, c'est un esthète, c'est un dandy. Et il y va un peu par hasard. On lui dit, voilà, votre bateau s'en va à Tahiti, et il faut y aller. Et puis il se souvient que Gauguin vient de mourir, que peut-être il pourrait aller sur les traces de Gauguin. Et puis c'est un homme qui fait des pèlerinages païens, ce que j'aime faire moi aussi, sur la trace des gens que j'aime. Et il est allé là-bas, et en fait, il a refait tout le trajet de Gauguin sur place. Il a retrouvé des papiers, il a retrouvé des objets. Et il est allé voir ce que ça pouvait signifier que de vivre en Polynésie, c'est-à-dire dans un endroit épargné par le christianisme. Épargné, pas complètement, mais je veux dire que le christianisme s'est installé, il a détruit cette civilisation, qui était une belle civilisation, et il essaie de retrouver ce qui reste encore de cette civilisation, parce qu'on ne supprime pas une civilisation comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Et il a une empathie véritable pour ce peuple-là. Un écrivain dépressif, opiomane, élevé donc les préceptes, vous l'avez dit, d'une religion catholique qu'il ne cessait de rejeter. Sauf que vous, dans ce livre, vous nous emmenez au fond sur les vestiges d'une civilisation malmenée, en tout cas vouée à disparaître, les ravages d'un tourisme massif aussi. Et là, il est question du jacobinisme. Expliquez-nous. Oui, elle est morte, cette civilisation, disons-le très précisément. C'est-à-dire que quand on va sur place et qu'on assiste à des danses polynésiennes, c'est du folklore, hélas. Les danses obéissent à quelque chose. C'est-à-dire quand on avait des tambours et que les tambours utilisaient des peaux de requin tannées, c'était l'âme du requin qui était encore vivante, et quand on frappait des os sur ces peaux de tambour, c'était une façon de permettre aux animaux de redire des choses, etc. On sait bien qu'aujourd'hui, ce sont des peaux en plastique, et que les gens qui sont habillés de manière faussement rituelle, avec des tatouages qui ne signifient plus rien, à l'époque, ça signifiait des places dans la hiérarchie. Mais comment on en est arrivé là ? Vous pointez notamment la loi jacobine de la France, c'est ça qui a instauré du coup ce tourisme de masse ? Voilà, c'est Paris qui nous dit, voilà ce qu'est la République, et que vous soyez en Guyane ou que vous soyez en Polynésie, ce sera exactement la même chose.
chose. Donc, vos ancêtres sont les Gaulois. On dit, mais non, les ancêtres des Gaulois, si on veut, mais pas pour tout le monde. Les ancêtres des Polynésiens ne sont pas des Gaulois. Et l'idée d'apprendre une histoire de France, en gros une histoire hexagonale dans un pays qui a sa culture, son savoir, ses traditions, c'est pas pensable. Moi, je défends une république girondine dans laquelle on puisse dire, mais attendez, il y a des spécificités, notamment celle de la Polynésie, et rendons possible une république française soucieuse de ces différences, comme avec la Corse, comme avec la Bretagne, ou avec les autres régions françaises. La Guyane, et vous l'avez, la Polynésie et la Guyane aussi, vous l'avez cité, vous lui consacrez ce livre, Nager avec les piranhas. Vous vous êtes intéressé à ce peuple amérindien, des Wayanas, victimes entre autres d'un fort taux de suicide. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser là encore à leur sort? Là, rappelons qu'on est quand même à la frontière du Brésil, territoire français aussi. Oui. Suriname, enfin bon, oui, j'ai été bêtement invité à donner des conférences en Guyane. Et puis, avant de partir, j'ai préparé ce voyage comme je le fais toujours. C'est-à-dire, j'ai toujours envie, sur place, de refaire des pèlerinages. J'étais récemment au Mexique pour des conférences. Je suis allé sur les traces des Indiens Tarahumara d'Arto. Et là, sur place, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai souhaité, sur place, aller me rendre auprès d'une tribu, en Amazonie, où je prends un avion, la pirogue, etc. Puis je me suis trouvé dans ce village. Puis j'ai nagé avec les piranhas dans le fleuve qui est juste au bord de ce village. Et puis j'ai eu des émotions étonnantes. Beaucoup d'émotions quand je suis reparti en pirogue. J'ai laissé ce petit village derrière moi et je me suis dit, je vais raconter ce que j'ai vécu. Et là aussi, vous pointez l'application brutale de la loi française imposée justement à ce peuple en décalage avec la réalité locale. Mais au nom de quoi la France fait cela ? Au nom d'une tradition révolutionnaire française, celle du jacobinisme, donc de Robespierre, qui hélas a gagné et qui a décapité la totalité des Girondins, qui eux voulaient que, par exemple, Paris ne pèse qu'un 83e de la représentation nationale. À l'époque, il y avait 83 départements. Ils disaient Paris, oui, mais pour un département. Et puis les autres devraient pouvoir décider aussi. Donc c'est une espèce de défense de la Polynésie, de la Guyane, en disant mais il y a des spécificités, donnez-leur des autonomies intellectuelles, culturelles, arrêtez de croire que Versailles, c'est important pour un Indien guyanais, parce que la connaissance de la forêt, la connaissance des plantes, la connaissance de la flore, de la faune, enfin toutes ces choses-là sont des connaissances nettement plus intéressantes pour leur vie et leur survie. Donc ils sont tiraillés entre une tradition qui est devenue folklorique et puis une vie quotidienne qui est insupportable, c'est la télévision. Moi j'arrive au fin fond de l'Amazonie et il y a des groupes électrogènes qui montrent la télévision, enfin qui permettent la télévision, qui montrent Alerte à Malibu. Donc vous vous dites, mais que font ces peuples-là, habillés de manière traditionnelle, en écoutant les bêtises de la télévision et complètement coupés de leur forêt, de leurs racines, etc. Justement, Michel Onfray, face à cela, que peut la philosophie dans ce monde en 2017, quasiment 2018 ? D'abord dénoncer, dire que ça existe, attirer l'attention, faire savoir que c'est pas parce qu'on a vu un président de la République en chemisette descendant le fleuve Maroni, par exemple, que on aura tout dit, on aura tout montré. Non, j'attire l'attention en disant regardez ce qui se passe. On parle de la biodiversité, mais il y a une biodiversité également des peuples, des cultures, et on a détruit le divers. Et ça me paraît un peu difficile, c'est-à-dire comme des gens qui sont finalement en phase terminale sont difficiles à remettre en course, eh bien c'est la même chose avec ces civilisations qu'on a détruites. Donc c'est une invitation à dire ce que nous avons commis dans ces endroits-là, ce serait bien que nous ne le commettions pas dans d'autres endroits du territoire francophone. En quelques mots, vous citez Nietzsche, j'estime un philosophe dans la mesure où il est capable de donner un exemple. Pourquoi cette phrase ? Parce que dans l'immense histoire de la philosophie, si vous utilisez ce principe-là, il y en a 90% qui tombent par terre, et c'est très bien. Il y a des philosophes qui nous expliquent, comme Sartre, ce qu'est l'engagement et la beauté de l'engagement, et qui sont passés à côté de la résistance et qui ont même un peu collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale. On se dit, voilà, on laisse ça de côté. Mais en revanche, un philosophe qui dira des choses qu'il fait et qui fait des choses qu'il dit, ça me paraît être le plus grand des philosophes, même si ce qu'il dit est modeste et ce qu'il fait est modeste, pourvu qu'il y ait cohérence et congruence. Et d'où ce bel hommage à Taureau le sauvage. Merci beaucoup Michel Onfray d'avoir répondu à nos questions.